Donc pour commencer, j'aimerais directement vous montrer une simulation. Ça, c'est des résultats de dynamique moléculaire. C'est sur l'oxyde de zinc, on a des atomes de zinc en gris et des atomes d'oxygène en rouge. On a 2000 atomes et on les fait tourner en dynamique moléculaire à 1000 Kelvin, donc relativement haut en température. Et donc ça, c'est le résultat de la simulation que vous voyez. Donc en fait, les atomes, ils bougent. À cet état-là, on a l'impression qu'ils bougent de manière un peu aléatoire, mais ce que vous voyez, c'est qu'on commence à avoir ici l'apparition de l'ordre cristallin. Et au fur et à mesure du temps, on voit la croissance cristalline de la nanoparticule partant de la gouttelette. Donc ça, c'est le résultat typique d'une simulation numérique qui, je pense on n'aurait pas pu la faire il y a une dizaine d'années, et on peut la faire depuis quelques années grâce à l'apport du machine learning. Donc du coup, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est 2 points. Pourquoi le machine learning, ça a été utile? Le premier point, c'est le machine learning pour les champs de force. Comment on a utilisé les méthodes machine learning pour obtenir de meilleurs champs de force avec des applications sur le nanoalliage argent et or. Le second point, c'est comment on a utilisé le machine learning pour analyser les structures, pour comprendre, pour pouvoir analyser les résultats des simulations. Et là-dessus, on va se baser sur un exemple sur l'oxyde de zinc. Donc, première partie, machine learning pour les champs de force. Donc, avant tout, j'aime bien présenter ce graphe ici sur l'approche multi-échelle en simulation. Sur l'axe des Y, c'est la qualité du modèle. Plus on est bas, ou plus le modèle est fiable. Et sur l'axe des X, ici, c'est la capacité, donc soit le nombre d'atomes, soit le temps possible. Et ce qu'on voit, c'est que si on veut faire des simulations à grand temps ou grand nombre d'atomes, eh bien forcément, on sacrifie un peu la qualité du modèle. Nous, quand il s'agit de simuler des nanoparticules, on se situe ici. Et idéalement, pour simuler des nanoparticules expérimentales, on aimerait avoir des modèles empiriques ou un potentiel d'interaction. Et le problème, c'est que du coup, on n'a pas une bonne précision des calculs. L'un des outils qu'on utilise majoritairement, nous, c'est ce qui s'appelle la dynamique moléculaire. Donc, en fait, on part d'une structure X, Y, Z. Vous pouvez partir de la structure que vous voulez. C'est vous qui décidez des positions initiales des atomes. Partant de cette structure, on peut calculer les forces. Et par le principe fondamental de la dynamique, on déduit des forces, les accélérations, et on peut déplacer les atomes. Donc, c'est comme ça, de proche en proche, d'étape en étape, qu'on fait bouger les atomes. L'un des enjeux ici, c'est comment calculer les forces partant d'une structure atomique. C'est dès lors qu'on a les positions X, Y, Z, comment est-ce qu'on peut sortir les forces du modèle. Traditionnellement, il y a 2 approches. Il y a une première approche quantique, où il s'agit ici de résoudre l'équation de Schrödinger. Et il y a une seconde approche classique, où on a des potentiels d'interaction et on peut calculer l'énergie pour chaque atome en sommant sur les atomes voisins. Un exemple, pour la partie quantique, c'est typiquement la DFT. Et pour la partie classique, c'est des champs de force comme Lennard-Jones, Coulomb, EAM, etc. Les avantages des premières méthodes sont les inconvénients des autres, dans le sens où en approche quantique, on est précis et transférable, on a une très bonne précision des calculs et on peut modéliser essentiellement tous les matériaux qu'on veut. Par contre, on peut simuler que les petites échelles. En revanche, avec les potentiels classiques, on peut faire les grandes échelles, les larges échelles, mais on est imprécis et peu transférable. On peut difficilement passer d'un matériau à l'autre. Du coup, l'enjeu, le défi actuellement, c'est de parvenir à mener des simulations large échelle tout en gardant la précision des calculs quantiques. Et c'est là que le machine learning intervient. Donc, depuis une quinzaine d'années, on a ce qui s'appelle les Machine Learning Interaction Potentials, MLIP. Comment ça fonctionne? Alors, on démarre avec une base de données. C'est une base de données DFT, donc on sera toujours aussi bon ou aussi mauvais que la DFT. Et cette base de données elle est faite des forces et des énergies dans les structures d'intérêt. Donc on a certaines structures, typiquement des cristaux, des liquides, des interfaces, des clusters. Sur chacune de ces structures-là, on demande à la DFT de calculer les forces et les énergies. Les forces et l'énergie. Ensuite, on utilise une formulation mathématique. C'est une formulation mathématique excessivement complexe pour le potentiel d'interaction avec de nombreux paramètres ajustables. Et c'est là que les réseaux de neurones, etc. interviennent. Donc on a cette formulation complexe, elle est si complexe qu'elle peut s'adapter virtuellement à tout type de matériaux. Et ensuite, on ajuste les paramètres pour retrouver la DFT. Et donc, c'est en ça que je dis qu'on sera uniquement aussi juste ou aussi mauvais que la DFT. C'est que l'enjeu ici, le changement de paradigme, c'est que
Alors qu'avant, les champs de force étaient fités sur des données expérimentales, et on cherchait à reproduire certaines caractéristiques empiriques. Ici, on cherche à reproduire les résultats de la DFT. Donc on compte sur la DFT pour avoir les meilleurs résultats possibles, donc on ajuste la DFT, et après, on fait un champ de force qui est aussi bon que la DFT. L'intérêt, in fine, c'est de réussir à construire des potentiels qui sont au moins 100 fois plus rapides que la DFT, tout en gardant la même précision. Donc là, je vais aller un peu plus dans le détail de la formulation mathématique. Donc comment ça fonctionne? On part de coordonnées cartésiennes, donc c'est les positions x, y, z des atomes, donc ça c'est l'outil de base de la structure. On convertit les coordonnées cartésiennes dans ce qui s'appelle des descripteurs physiques. C'est des outils mathématiques qui permettent de rendre compte de la géométrie du système, et c'est des outils qui peuvent être ensuite envoyés dans l'outil machine learning, qui va être une espèce de boîte noire. L'outil machine learning, à la fin des fins, il ou elle nous sort l'énergie atomique, donc l'énergie de chacun des atomes, et en sommant, on peut obtenir l'énergie totale et par dérivation, les forces. Donc ça, c'est le principe de base, et je vais aller un peu plus en détail sur cette partie-là et sur celle-ci. Donc le descripteur physique, la première partie, c'est un domaine de recherche très actif qui est excessivement important. Et pour vous montrer à quel point c'est un domaine de recherche actif, je présente ici un petit graphe qui a 3-4 ans déjà. Et chacun des petits groupes ici là, est une méthode différente pour décrire le système. L'enjeu ici, pourquoi c'est si important d'obtenir ces descripteurs physiques, c'est que d'une part, il faut que les descripteurs soient bijectifs à la structure. Ça veut dire que pour une structure donnée, on n'a qu'un seul type de descripteur. On ne peut pas, deux structures qui sont différentes doivent rendre deux descripteurs différents. Donc on doit avoir un caractère unique pour chaque structure, on doit avoir des descripteurs différents. Donc ça, c'est une des premières propriétés des descripteurs. Et la seconde propriété, c'est des propriétés de symétrie. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que les descripteurs représentent la symétrie du système, donc typiquement invariance par rotation, invariance par translation ou par permutation. Donc ça, c'est un enjeu excessivement important et il y a encore beaucoup de travail là-dessus sur la description physique. Donc autrement dit, comment convertir les positions x, y, z des atomes en quelque chose d'utile pour l'enjeu machine learning. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est sur le dispositif machine learning, ce que j'ai appelé la black box tout à l'heure. Donc il y a essentiellement deux méthodes à l'origine, autour de 2015-2014, qui sont sorties. Je vais présenter ces deux méthodes-là, mais depuis, il y a d'autres méthodes qui ont émergé. J'ai décidé de ne pas les présenter, mais je présente uniquement ce qui se passe historiquement. Donc la première méthode, c'est les réseaux de neurones. Donc ça, on en entend souvent parler. Je pense que Romuald en a déjà parlé. Ici, je vais vous présenter les réseaux de neurones spécifiquement pour les champs de force. Donc à gauche, ici, c'est l'énergie pour un atome. Pour l'énergie pour un atome, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule ces fameux descripteurs. Donc c'est les GJ ici. Ces descripteurs-là, on en fait une combinaison linéaire. C'est cette équation mathématique-là. Et cette combinaison linéaire ici, on l'insère dans une fonction non linéaire. C'est une fonction dite fonction d'activation. Donc on a une fonction de ces descripteurs. Et ça, on le fait une première fois, donc c'est une première couche de neurones, mais on peut le faire un certain nombre de fois. Ici, on le fait une deuxième fois. Et donc ce qu'on a maintenant, c'est une fonction de fonction. Et donc on a beaucoup de paramètres. Et on peut faire une troisième fois, donc on peut in fine avoir une fonction de fonction de fonction. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en imbriquant les fonctions les unes dans les autres, on finit par avoir une formulation mathématique excessivement complexe avec beaucoup de paramètres. Donc c'est ça l'enjeu mathématique des réseaux de neurones. Et comme on a beaucoup de paramètres, on peut fitter essentiellement tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est une première approche, l'approche des réseaux de neurones. Et la seconde approche, c'est une approche dite kernel-ridge régression. Donc celle-ci d'approche, elle est un peu plus intuitive d'un point de vue physico-chimique. Donc on va imaginer ici, là, on a une structure d'intérêt, on a ce petit motif, et on aimerait savoir la force ou l'énergie de ce petit motif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une base de données. Dans notre base de données, on a tout un tas d'autres motifs. Ce qu'on peut faire, c'est calculer mathématiquement ou physiquement, enfin peu importe, calculer la similitude, la ressemblance entre cette structure et les structures de la base de données. Et typiquement, on a un score qui va de 0 en noir à 1 en jaune en fonction de la similitude. Donc quand on est très similaire comme ici, on va mettre 1, et quand on est très dissimilaire, on va mettre 0. Et donc l'idée de ce genre de méthode, c'est de comparer
la structure d'intérêt, la structure inconnue avec les structures de la base de données et d'interpoler les forces en disant bon, bah, si cette structure-là elle ressemble à celle-ci, alors on a probablement les mêmes forces. Donc ça, c'est une méthode dite par similitude. Avec ces méthodes, maintenant, on a pu faire beaucoup de choses. Donc, en termes de matériaux, essentiellement, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des molécules organiques, des carbones, des métaux, des oxydes, des MOF, des COF, et essentiellement tout type de matériaux. Et une fois qu'on a ces champs de force, on peut faire des simulations qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, typiquement, des cinétiques de réactivité, donc aller voir comment des molécules réagissent entre elles sur des temps relativement longs. Des spectroscopies de grosses molécules, donc typiquement faire l'autocorrélation des vitesses, essayer de voir mesurer sur des plus grosses molécules et faire des simulations de déformation mécanique. Par exemple, comment une nanoparticule se déforme en contact avec une autre nanoparticule. Ça, c'est le genre de simulation qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on peut faire maintenant. Donc dans la suite, je vais vous présenter maintenant comment ces méthodes permettent d'observer la nucléation des nanoparticules. Et pour ça, je vais présenter une application sur la ségrégation et la morphologie dans le nanoalliage hors argent. C'est un travail qui a été fait par notre étudiant en thèse Quentin Gromov. Il est co-encadré avec Magali et Benoît qui est à Toulouse. On a une collaboration avec deux chercheurs aux États-Unis, Wissam Saidi et Christopher Andolina. Et sur la partie expérimentale, on est en collaboration avec Patrick Benzo, Marie-Jo Cazeneuve, Teresa Hongria et Sophie Barr. Donc il y a deux questions pour le nanoalliage hors argent, argent-or. Le premier enjeu, c'est la morphologie, et en particulier, c'est la compétition entre la symétrie d'ordre 5 et les systèmes cubiques face centrés. Donc ici, c'est des résultats, je crois, sur une nanoparticule d'or pure, et on voit qu'en fait, les nanoparticules qu'on obtient, elles peuvent être soit de symétrie d'ordre 5, donc des icosaèdres ou des décaèdres, ou des octaèdres tronqués. Donc ça, c'est vrai pour l'or. Et la question, c'est, parce qu'il y a déjà une compétition entre les différentes formes de nanoparticules dans les métaux purs, qu'en est-il des alliages? La seconde question pour ce genre de matériaux, c'est la répartition chimique. Donc en fait, quand on combine deux métaux, on a différents types de répartition possibles. On peut avoir soit cœur-coquille, donc le cœur d'argent et la coquille en or, ou l'inverse. Et on peut avoir aussi ségrégation, donc des alliages. Hors argent. Et la question, c'est quel est l'ordre chimique dans les nanoalliages hors argent et est-ce qu'il y a une ségrégation soit de l'or, soit de l'argent en surface. Donc pour répondre à ces questions, on a fait une double approche. Une première approche synthèse de nanoparticules, c'est des synthèses par voie physique en magnétron sputtering, c'est l'expertise de Patrick Benzo et Marie-Jo Cazeneuve à Toulouse. En parallèle, ils ont caractérisé les résultats de synthèse en microscope électronique et en énergie EDX. Et nous, de notre côté, on a fait la simulation. En particulier, on a utilisé un champ de force machine learning, donc c'est ce que je présentais tout à l'heure. Et on a fait des simulations partant d'une goutte liquide vers le cristal, donc typiquement comme les simulations que j'ai présentées avant. Et on fait varier à la fois la taille de la nanoparticule et la composition. Ici, je montre des résultats typiques de simulation, donc je ne montre pas la vidéo comme tout à l'heure, mais je montre des images prises à la volée. Donc on a fait pour les trois différentes compositions, donc soit majoritairement de l'or, équimolaire autant d'argent que d'or, ou majoritairement de l'argent. Et on voit ici le nuage en blanc, c'est les atomes qui sont non cristallins, et les atomes qui sont coloriés plus foncés, là, en jaune et en gris, c'est les atomes cristallins. Et ce qu'on voit, c'est qu'à mesure du temps, on a la formation des cristaux. Donc ça, c'est les images à gauche, et la courbe à droite, en fait, c'est exactement la même chose, c'est le nombre de cristaux en fonction à la fois du temps et de la température. Et ce que vous voyez, c'est qu'à haute température, le système est majoritairement liquide, et quand on diminue la température, eh bien, on voit la formation des cristaux. Donc maintenant, revenons à nos deux problématiques, à la fois en morphologie et en répartition. Donc en morphologie, on a ces résultats expérimentaux-là. Et ça, il s'agit de décaèdres et d'icosaèdres. En parallèle, on a fait des simulations numériques. Et sur les simulations numériques, on voit aussi la formation des pyramides là, qui sont typiques des icosaèdres et des décaèdres. Donc ça, c'est dire qu'on obtient des nanoparticules à des symétries d'ordre 5, à la fois en simulation et en expérience. Donc les résultats de simulation confirment bien les résultats expérimentaux. On est content là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne l'ordre chimique, donc ça, c'est les résultats en EDX. D'expérience. Les points rouges, c'est des points liés à l'or, et les points verts, c'est les points liés à l'argent.
Et ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la composition chimique, ici, là, on a majoritairement les points rouges à l'extérieur. Et quand on intègre et qu'on trace ces courbes-là de répartition radiale, on voit de nouveau les pics d'or en surface. Donc on a effectivement, dans ce cas-là précis, la ségrégation de l'or en surface. Et en simulation numérique, on peut faire exactement la même chose et on peut calculer ce que nous, on a noté ici, la XISURF, qui est la quantité d'or en surface. Et quelles que soient les simulations numériques, donc à la fois différentes tailles et différentes compositions chimiques, on a toujours XISURF plus grand que 1, c'est-à-dire qu'on a toujours ségrégation en surface. Et donc de nouveau, les atomes d'or ségrègent à la surface, quelle que soit la composition chimique. Donc ça, c'était les résultats sur le machine learning pour les champs de force, donc comment on a pu utiliser le machine learning pour simuler la dynamique de nucléation et comment pour accélérer les simulations vis-à-vis de la DFT. Maintenant, je vais parler en partie 2, comment on utilise le machine learning pour analyser les structures. Donc l'enjeu, en fait, c'est que quand on a typiquement une simulation comme ça, c'est très difficile pour nous de savoir où sont les cristaux. Donc à l'œil nu, tout à l'heure, on a vu ici la formation des cristaux partait d'ici puis remonter, mais ce n'est pas vraiment quantitatif et c'est juste quelque chose qu'on voit à l'œil. L'un des points aussi qui est intéressant pour nous en nucléation, c'est de savoir les premiers cristaux, quelle forme cristalline ils vont être. Est-ce que c'est bien la forme attendue à la fin ou bien il y a une transition de phase, etc. Donc l'enjeu, c'est d'être capable de résoudre la structure cristalline, mais non pas de résoudre la structure cristalline de toute la nanoparticule ensemble, dans son ensemble, mais de résoudre la structure cristalline atome par atome, donc chacun des voisinages, savoir si c'est un environnement plutôt CFC, plutôt BSCC, etc. Donc il faut se doter de méthodes d'analyse à l'échelle de l'atome. Donc comment analyser un système si complexe à l'échelle de l'atome? Donc il y a des méthodes classiques, je vais vous en présenter 2, mais il y en a d'autres. Et juste pour que vous ayez en tête un peu la philosophie. Donc la première méthode, c'est ce qui s'appelle le Common Neighbor Analysis. C'est quelque chose qui est, en tout cas en simulation, assez bien utilisé. C'est dans des codes open source comme un code qui s'appelle Ovito. Et le principe, c'est le suivant. Pour chacun des atomes, on va calculer, trouver les atomes les plus proches. Donc ça, une fois qu'on a la position des atomes, c'est assez simple de faire ça. Ensuite, on construit une signature topologique avec trois index particulier, le nombre de liaisons entre l'atome central et ses voisins, le nombre de liaisons entre les voisins et la taille de la chaîne la plus longue entre les voisins. Donc ça, peu importe pour vous, mais simplement, dès lors qu'on a le réseau de voisins, on peut sortir comme ça des index. Et on peut comparer cette signature avec ce qui est connu. Donc ici, je présente par exemple pour FCC, cubique face centrée, hexagonal compact, icosaèdre ou BCC, et bien pour chacun de ces réseaux cristallins, on va avoir des index, une signature topologique différente. Et donc l'idée, c'est de comparer pour l'atome inconnu, l'atome dont on cherche la structure, la topologie mesurée et avec les topologies déjà connues. Et quand on fait ça, ben on peut analyser des grandes simulations. Donc ça, c'est un exemple de simulation. On a tout un tas d'atomes et on sait dire, ben voilà, les atomes en bleu, c'est des atomes FCC, les atomes en rouge, c'est HCP, et les autres, ils sont désordonnés. Donc ça marche très très bien. L'autre méthode, c'est ce qui s'appelle les paramètres de Steinhardt. Et là, c'est une méthode un peu plus avec des chiffres. Donc l'idée, quel est le principe? C'est que, pareil, on part du voisinage des voisins, du réseau de voisins, et on le projette sur l'espace des harmoniques sphériques. Donc pour ceux qui font des calculs quantiques, ben, typiquement, là, les YLM, c'est les harmoniques sphériques qu'on voit en cours. Et comme on a différents types d'harmoniques sphériques, ben, on a différents types de paramètres de Steinhardt, QL avec L l'index. Et en particulier pour les structures cristallines, ce qu'il faut comparer, c'est la valeur de Q4 et Q6, donc l'indice 4 et l'indice 6 de ces harmoniques sphériques. Donc ici, c'est les résultats de simulation typiques, où on trace sur l'axe des X la valeur de Q4 et sur l'axe des Y la valeur de Q6. Et ce qu'on voit, c'est que pour les différentes phases cristallines, on a des nuages de points différents. Donc en fait, pour une structure inconnue, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule Q4 et Q6 et on regarde dans ce plan-là si le point est davantage dans ce nuage-là, dans celui-ci ou dans celui-là. Donc ça, c'est une manière différente de caractériser la structure cristalline à l'échelle de l'atome. Maintenant, on va repartir sur le cas de l'oxyde de zinc. Donc l'oxyde de zinc, il a beaucoup de polymorphismes.
Ici, je présente 6 structures cristallines bien connues pour l'oxyde de zinc. Les 2 structures cristallines qui vont nous importer le plus, c'est la Wurtzitz ici et la BCT. Donc la Wurtzitz, c'est la structure la plus stable et la BCT, c'est une structure juste au-dessus métastable. Si je m'amuse à tracer le même graphe des Q4 et Q6, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, les points, ils sont plus dans les nuages, ils ont un overlap. Donc ils s'entremêlent. Donc ça veut dire que juste dans l'espace Q4 et Q6, quand on calcule la valeur, on ne va pas savoir distinguer par exemple BCT et Wurtzitz parce que les points, ils sont dans le nuage, les nuages s'entrechoquent. Donc ça, c'est problématique, et donc l'idée, c'est que les méthodes classiques ne permettent pas de distinguer les polymorphes de l'oxyde de zinc, a fortiori, dès lors qu'on va au-delà de ce qui est HCP, BCC, FCC, on ne peut plus vraiment utiliser ce genre de méthode. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est utiliser une méthode data-driven, intelligence artificielle, machine learning, vous appelez ça comme vous voulez, et on a appelé ça Stannard-Gaussian Mixture Analysis. C'est un travail essentiellement qui a été fait par Jean Fustros, qui est maintenant CRS à Poitiers, et Carlos Salazar, qui était en M2, M1 avec nous, et qui est maintenant en thèse en Suède. Donc l'idée est la suivante, on part d'une base de données. Donc on a des structures qu'on connaît, c'est des structures sur lesquelles on connaît la phase cristalline, et pour ces structures d'intérêt, on fait de la dynamique moléculaire en température pour créer de la diversité. On essaie d'éviter de faire fondre ces structures. Donc l'idée, c'est qu'on secoue un petit peu les atomes pour aller au-delà des structures parfaitement bien alignées. On extrait des structures le long de la trajectoire, et donc on a une base de données comme ça, où on a tout un set de structures qui sont représentatives d'une phase cristalline donnée. Donc on obtient in fine une base de données représentative de chaque structure considérée. Ensuite, ici on projette, et on trace ici, tout à l'heure c'était Q4 et Q6, maintenant on va tracer tous les descripteurs de Stannard allant de 1 à 12. Et ce que vous voyez, c'est que alors que dans l'espace 4 et 6, parfois on a des overlaps, si on considère tous les espaces entre les différents paramètres de Stannard, on parvient à distinguer tous les nuages ensemble. Donc l'idée, c'est que 2 paramètres ne suffisent pas pour distinguer les différentes formes polymorphiques, mais par contre, si on étend le système à 12 paramètres, eh ben, on parvient à distinguer les phases cristallines. Donc les structures de la base de données peuvent être distinguées en combinant plusieurs paramètres de Stannard, mais pas toujours que 4 et 6. Et donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on utilise une méthode dite Gaussian Mixture Model. L'idée, c'est d'abord de déterminer le nombre de clusters, le nombre de nuages de points, d'initialiser les positions des clusters et de faire un fit. On fait ça un certain nombre de fois pour obtenir des résultats de plus en plus bons, et on classifie ensuite les structures. In fine, ce qui compte pour nous, c'est que, in fine, à toute structure atomique inconnue, on assigne une probabilité de ressemblance par comparaison avec les structures de la base de données. Donc maintenant qu'on a cet espace à 12 dimensions et cette méthode de Gaussian Mixture Model, on peut attribuer un score de ressemblance. On peut dire que cette structure inconnue, elle est 90% comme telle autre structure et 10% comme telle autre structure. Donc comme ça, on peut donner un score de ressemblance. Là, je présente des tests sur les clusters d'oxyde de zinc. C'est des clusters qu'on a construits à la main. On connaît la structure cristalline, donc c'est tantôt BCT, Body Central Tétragonal, et tantôt Wurtzitz. Et on a différentes tailles. Donc à gauche, c'est les images brutes, et à droite, c'est les résultats d'analyse. On voit effectivement que les atomes dans le cœur sont analysés tantôt bleu, tantôt vert, ça veut dire soit BCT, soit Wurtzitz. Donc le code est capable de déterminer au sein de la nanoparticule quels sont les atomes qui sont effectivement cristallins. L'un des points à noter, c'est que tous les atomes qui sont en surface, ils ne sont pas considérés comme cristallins parce qu'ils sont sous-coordonnés. Donc du coup, ceux-là, on ne va pas les considérer comme cristallins. Donc on retrouve bien le cœur BCT et Wurtzitz pour ces nanoparticules de test. Donc sur le reste de mon talk, sur les 10-15 minutes qui me restent, je vais vous parler des résultats qu'on a obtenus sur l'oxyde de zinc et la compétition polymorphique dans l'oxyde de zinc. C'est des résultats de 2 papiers. Un premier, dont le premier auteur c'est Carlos Salazar, qui est en M1, M2, en collaboration avec Akshay, qui était en postdoc avec nous. Et un second, dont le premier auteur c'est Quentin Gromov. C'est toujours avec Jacek Goniakowski à l'INSP à Paris, qui nous a beaucoup aidé pour la partie oxyde de zinc. C'est lui qui nous a proposé de travailler sur ce matériau, qui est un expert notamment en DFT et en propriété de surface sur l'oxyde de zinc, et Magali Benoît. Donc l'un des points pour moi qui est le fil conducteur de ce travail-là, c'est
Le fil conducteur de ce travail-là, c'est la complexité du processus de formation des nanoparticules. Donc l'idée, la vue en tout cas que je me fais de ce problème, c'est que on part d'un système désordonné dilué. Donc ici, je présente des atomes, des rouges et des bleus. Je ne présente pas de solvant, mais en soi, on pourrait imaginer un solvant. À la fin des fins, on a une nanoparticule. Et en fait, entre les deux, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Moi, j'imagine deux scénarios possibles. Soit les atomes ici qui sont dilués, donc de basse densité, ils augmentent leur densité, donc on forme une goutte liquide. Et c'est au sein de cette goutte liquide qu'on va avoir la formation de la nanoparticule, la cristallisation in fine. Soit on forme d'abord un tout petit cluster cristallin, et les atomes vont aller s'accrocher sur cet atome cristallin. Donc sur ces deux scénarios possibles, j'aimerais rajouter deux commentaires. Le premier commentaire, c'est que cette compétition entre soit une transition gaz, moi je vais appeler ça gaz ou dilué, liquide, cristal, ou une transition directe du gaz vers le cristal, c'est très très important, même au niveau théorie classique de la nucléation, ça discute de comment les phénomènes de germination fonctionnent. Et c'est quelque chose que les gens, c'est des questions qu'on se pose même pour des systèmes aussi simples que les atomes de Lennard-Jones ou les sphères dures, par exemple. Donc ça, c'est un premier point, c'est un point fondamental qui va au-delà, d'après moi, des problèmes de synthèse de nanoparticules. C'est vraiment, ça discute de la théorie de la nucléation. Le second point, c'est qu'en fait, ici, on a souvent une thermodynamique dite chaotique, c'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que la température varie en fonction du temps, où les compositions chimiques varient aussi en fonction du temps. Donc sur cette image très naïve, en fait, se plaquent aussi des problèmes thermaux. Quoi qu'il en soit, la question c'est que peut apporter le machine learning à ce problème. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, donc sur le cas de l'oxyde de zinc, je veux refaire un petit point sur les aspects structure de l'oxyde de zinc. En massif, l'oxyde de zinc se trouve majoritairement sous la forme Wurtzitz. Par contre, les résultats de cette simulation et de ces simulations-là donnent un autre point de vue sur les aspects nano. Donc en fait, ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont construit à la main différentes nanoparticules avec différentes formes cristallines. Pour chacune de ces nanoparticules-là, ils ont minimisé l'énergie et ils ont calculé l'énergie. Sur ce graphe-là, on trace l'énergie en fonction de la taille des nanoparticules. Et à gauche, ici, c'est les très grandes nanoparticules. Et à droite, c'est les très petites. Et ce qu'on voit, c'est que autant quand on est très grand, on a effectivement la Wurtzitz en bleu qui est la plus stable. Par contre, quand on diminue en taille, on a des crossovers entre les différentes phases cristallines. Il y a une compétition et à l'échelle nano, c'est la structure BCT qui devient la plus stable énergétiquement, à des tailles autour de 2200 atomes. Le problème ici, là, c'est que en fait, c'est un calcul dit à 0 Kelvin, c'est un calcul de DFT. Et ça ne prend pas en compte la dynamique de formation des nanoparticules. L'idée, c'est qu'on imagine que la nanoparticule est apparue un peu comme par magie. On se pose la question, est-ce qu'elle avait vraiment lieu d'apparaître d'un point de vue énergétique? Mais on ne se pose pas vraiment la question de la dynamique de formation. Et donc, est-ce qu'on peut, nous, aller au-delà de cette vision à 0 Kelvin en utilisant la dynamique moléculaire assistée par machine learning? Donc, pour répondre à cette question, on a fait deux cas. Deux simulations. Le premier cas, c'est le cas que j'ai présenté au tout début, c'est en démarrant avec une gouttelette liquide. Donc ici, c'est des simulations avec 2000 atomes, 1500 Kelvin, et c'est la simulation que j'ai présentée avant. Sur ces simulations-là, on peut étudier les mécanismes de formation et on s'aperçoit qu'en fait, on a une très grande complexité. Donc ici, je présente un premier graphe. On a sur l'axe des Y la taille du noyau cristallin et sur l'axe des X le temps. On a trois différentes couleurs pour les trois différentes phases cristallines, donc BCT, Wurtzitz et HBN. Ce que vous voyez, c'est qu'au temps très court, on a le rouge qui apparaît, puis ensuite, le rouge finit par avoir un extrémum, un maximum, mais c'est le vert qui l'emporte. D'un point de vue structure, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on émerge, du liquide émerge d'abord une structure BCT, et cette structure BCT se transforme en Wurtzitz. Et donc, on a bien ce qu'on s'attendait à la fin, c'est-à-dire une nanoparticule en Wurtzitz. Donc ça, c'est un résultat d'une première simulation numérique. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste changer la structure du liquide. Donc le liquide est désordonné. Si je m'amuse à créer un autre liquide avec un autre type de désordre ou simplement changer les vitesses,
je vais voir un nouveau résultat de simulation numérique. C'est ce qu'on fait ici, on a juste changé les positions initiales des atomes, et ce qu'on voit, c'est que maintenant, on a la formation de BCT uniquement, et le BCT grandit et finit par se stabiliser, le vortice ne grandit jamais. On peut refaire ça une troisième fois, et tandis qu'avant, on avait BCT qui est majoritaire, mais pas une très grande croissance, ici, on a une véritable croissance de la phase BCT. Donc pourquoi je montre ça? C'est que, en fait, l'outil de simulation numérique de dynamique moléculaire permet d'aller au-delà de cette approche 0 Kelvin et de voir vraiment le caractère stochastique de la nucléation, de la cristallisation. C'est ce qu'on dit souvent, la cristallisation, il faut passer une barrière d'énergie libre. Et donc en fait, c'est un phénomène stochastique. Nous, en simulation numérique, on dit que c'est un événement rare. Mais ce qui compte, c'est qu'en fait, il y a différents chemins possibles et il y a certainement des chemins qui sont plus probables que d'autres. Et ce qu'il faudrait, in fine, c'est faire peut-être une centaine de simulations et voir peut-être qu'il y a 20% des simulations qui vont dans un sens, 80% dans un autre, etc. Donc il existe une compétition entre les deux phases cristallines, vortice et BCT. Et cette compétition, elle peut être observée uniquement grâce au machine learning pour 2 points, parce que ça a permis d'accélérer les simulations, on ne peut pas faire ça en DFT, et aussi ça permet d'analyser les structures à l'échelle de l'atome. Le second cas qu'on a traité, c'est départ avec un cluster. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on initialise le calcul non plus avec une gouttelette liquide désordonnée, mais on initialise le calcul avec une structure cristalline ordonnée. Et ensuite, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va déposer des atomes dans la boîte de simulation, un peu éloignée du cluster, et on va leur assigner une vitesse qui pointe vers le cluster initial. Donc c'est typiquement des dépositions d'atomes, atome par atome. Donc ça, c'est les résultats de simulation que je vais vous montrer. Malheureusement, parce que ça va relativement vite, on ne va pas voir les atomes se déposer. Par contre, ce qu'on va voir, c'est la structure cristalline croître. Donc ici, on voit la nanoparticule qui croît au fur et à mesure qu'on dépose des atomes. Vous avez vu les petits dimères et on voit la nanoparticule croître. De nouveau, si on a l'œil comme M. Jacek Goniakowski, vous verrez que la phase cristalline a changé. En tout cas, lui, il le voit. Donc le point qu'on voulait étudier ici, c'est l'influence du cluster initial. Donc on fait des premières simulations. Là, on a le choix sur le cluster initial. On peut soit démarrer par un cluster vortice, soit par un cluster BCT. Donc ici, je montre les images des simulations numériques. Donc on démarre avec le cluster initial vortice en vert. Au-dessus, c'est les images brutes de simulation. Et on colorie en blanc et en orange les atomes qui sont déposés, donc les nouveaux atomes. Au temps court, on a très peu de nouveaux atomes, et puis au mesure que le temps augmente, on a de plus en plus de nouveaux atomes déposés. En parallèle de cette simulation brute, on peut faire l'analyse des structures avec la méthode que je décris précédemment, et ce qu'on voit, c'est que, en fait, essentiellement, le cœur vert augmente en taille au fur et à mesure qu'on dépose des atomes. Donc le vortice croît sans changer de forme. Donc ça, c'est bien parce que c'est la vortice la plus stable. Par contre, ce qui se passe quand on démarre avec la BCT, on a des atomes bleus au départ, et à mesure qu'on dépose les atomes, on voit le bleu se faire manger par du vert, et in fine, on a la croissance que d'atomes vortices. Donc ce qui se passe, c'est que le phénomène de déposition des atomes parvient à changer la structure cristalline de la nanoparticule. Et l'un des points, c'est essentiellement qu'on a étudié, c'est par exemple, est-ce qu'à partir d'une taille critique, c'est-à-dire si on a un BCT, si on parvient à stabiliser un BCT suffisamment grand, est-ce que le dépôt ne va pas empêcher cette transition de phase, et pour une taille petite, le BCT n'est pas assez stable, donc du coup on a la transition de phase. Donc ça, c'est le genre d'étude qu'on peut faire, et l'un des points, surtout l'apport de Jacek là-dessus, c'est qu'en fait on a des problèmes de polarisation des faces basaltes de la nanoparticule, et c'est ça qui stabilise la vortice. Donc même en commençant par un cluster BCT, la phase cristalline vortice finit par croître, et en synthèse, les expérimentateurs ne parviennent pas à stabiliser la BCT de toute façon. Donc maintenant, il est temps pour moi de conclure. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu que le machine learning permet des simulations grande échelle avec la précision de la physique quantique.
Donc l'idée, c'est qu'on fait maintenant ce qu'on s'appelle les Machine Learning Interaction Potential. Et ça permet de garder la pression de la DFT, mais d'aller plus loin, de faire des véritables nanoparticules de 1000, 10 000 atomes, et sur des échelles de temps autour de la nanoseconde, voire plus. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a vu ensemble qu'on pouvait maintenant utiliser le machine learning pour analyser les structures. Donc, maintenant qu'on a ces simulations grande échelle, on peut utiliser des méthodes data-driven pour aller sonder la structure cristalline à l'échelle de l'atome. In fine, tout ça, ça permet d'étudier des problèmes. Donc là, j'ai présenté deux problèmes, le polymorphisme et la ségrégation. Mais il y a d'autres problèmes qu'on peut étudier. Par exemple, avec Hazard et Lorena, on travaille aussi sur l'influence de l'environnement, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire par le passé. Qu'est-ce que je m'attends, moi, à voir dans le futur? Essentiellement, plus de machine learning. Du machine learning, par exemple, les gens essayent maintenant de créer des potentiels d'interaction, donc des champs de force qui sont plus dédiés à une seule espèce chimique, mais des potentiels dits universels qu'on pourrait utiliser pour essentiellement tous les atomes du tableau de Mendeleïev. Ça, c'est une première piste. Une seconde piste, c'est le machine learning pour tester les limites de la DFT. Donc c'est ce que je disais auparavant, nous on sera toujours aussi bon ou aussi mauvais que la DFT, mais on sait très bien que sur certains points, la DFT est caduque. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le machine learning, fitter sur certains résultats de la DFT, et ensuite vérifier chaque DFT, quelle est la meilleure, et notamment vérifier la DFT sur des propriétés dynamiques, tandis que, en fait, ce qui se fait actuellement, c'est de vérifier la DFT sur des propriétés statiques, ce qui est calculable en DFT, et l'idée, par exemple, c'est de vérifier les capacités de la DFT sur des propriétés dynamiques comme la température de fusion ou l'autocorrélation des vitesses, le coefficient de diffusion, ce genre de choses, des propriétés qui ne sont pas mesurables directement en DFT. Le troisième point, pourquoi je dis qu'il y a plus de machine learning, c'est pour l'analyse de résultats expérimentaux. Notamment, moi, il y a un travail que j'aime beaucoup d'un collègue à Orléans qui s'appelle Daniel Forster, où l'idée, c'est d'utiliser le machine learning pour générer des images de microscopie électronique et ensuite fitter ces images de microscopie électrique pour analyser les résultats expérimentaux, et pour la microscopie électronique, mais il y a aussi pour le SAX, le WAX, etc. L'un des points aussi sur lequel je veux insister, c'est qu'avec ces méthodes, on atteint une approche dynamique pour observer la formation des nanoparticules et aussi leur déformation sous environnement, mais c'est vraiment le point sur lequel je veux insister, c'est l'aspect dynamique. C'est que, alors qu'en DFT, c'était difficile d'aller voir comment les atomes bougeaient, à part peut-être en ab initio MD, mais encore sur des échelles de temps courts, là, avec ces outils, on peut véritablement aller voir ce qui se passe, même sur des temps assez longs. Et à la fin des fins, l'idée, c'est que, en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'on va faire davantage de collaboration expérimentation-simulation. Les collaborations, j'espère, vont être davantage fortes parce qu'on se rapproche de plus en plus de ce qui se passe dans la réalité des expériences. Donc, avant de finir, j'aimerais remercier beaucoup de personnes. J'aimerais remercier Magali Benoît, Jacek Goniakowski et Jean Fustos, qui sont des collaborateurs de longue date sur ces différents problèmes. Magali et Jacek sur tous ces aspects DFT, Magali sur les nano-alliages, Jacek sur les oxydes, et Jean sur les aspects analyse de structure. C'est un travail qui a été fait majoritairement par beaucoup d'étudiants. Akshay Amotout, qui est maintenant à Paris, ingénieur de recherche pour le développement des champs de force machine learning, tout comme Aurélien Roux et Alexis Rollin et Ibrahim Khaled. Et sur les résultats de simulation, c'est le travail de Carlos Salazar et Quentin Grandmoff. J'aimerais remercier enfin les différents instruments de financement, donc le FNRS lorsque j'étais en Belgique, NanoX à Toulouse et l'ANR. Et merci à vous pour votre attention.